Les jeux développés par Westwood, c'est des jeux qu'absolument tout le monde a eu. On en a des bons souvenirs, même si parfois c'était un peu dur, mais au moins concernant le film, on est tous d'accord pour dire qu'il s'agit du meilleur des Disney. Non. Oh, comme j'ai trop clashé JDG, pom pom pom. Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Wall-E est un film qui a tendance à diviser les opinions en deux catégories. Je sais que c'est pas de ce film dont je dois parler, mais laissez-moi finir. En général, soit on adore ce film de bout en bout, soit on trouve que la seconde moitié fait un peu tâche comparée à la première et donc que le film est inégal. Et même si je fais plutôt partie de la première catégorie, je comprends aisément ceux qui sont dans la seconde. En revanche, j'ai plus de mal à comprendre pourquoi Le Roi Lion n'a pas eu droit à ce traitement de la part du public. Car comme Wall-E, il a vraiment deux moitiés qui se détachent bien l'une de l'autre et leurs qualités sont assez divergentes à mon goût, à tel point qu'exceptionnellement, on va les traiter chacune différemment. La première moitié de ce film est excellente. On raconte l'histoire du jeune Simba qui va grandir en tant qu'héritier du trône de la Terre des Lions sans se méfier des sales plans de son oncle Scar. Avant de commencer, on va tout de suite lancer ça. La demi-petit théâtre du chipotage. Que pourrais-je bien faire de lui? Je le verrai assez bien en carpette. Zazou. Attends quelques années, Zazou. Par contre, si une petite pique légère comme ça suffit à te faire ignorer le problème et à le laisser faire ce qu'il veut dans son coin, t'es pas tout à fait le plus grand des leaders, Mufasa. C'est l'heure! Seuls les lions royaumes ont le droit de dormir dans la lumière qui ne les rend pas quasi monochromes. La lumière divine, parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait de trou au plafond. Tout ce qui est dans la lumière. Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi. En fait, est-ce qu'il y a un soleil magique dans ce monde qui n'éclaire jamais cette partie-là? Ça m'étonnerait. C'est moi Simba, c'est moi le roi. Du changement de décor, sorcellerie. Et sinon, pourquoi tous ces animaux voudraient aider Simba et Nala à se soustraire de Zazou? Ils doivent avoir une dent contre cet oiseau. Qui Pierre veut faire piou-piou dans la cocotte moineau? Plutôt que de le manger directement, expédions-le loin de là pour qu'il ramène du renfort. Tu pouvais pas juste bifurquer là? Ça reste un tout petit peu de ta faute ce qui t'arrive en fait, Simba. Personne ne peut vouloir des choses aussi horribles. Je pourrais facilement te tuer par surprise toi aussi là tout de suite, mais je préfère différer ça pour que l'intrigue se poursuive. Certains diraient facilité scénaristique, d'autres complexité de personnage. Voilà, ça c'est fait. Parlons déjà de l'aspect visuel. C'est très joli, c'est incroyable. À la fois en termes de décors qui savent très bien jongler entre les environnements chaleureux et les environnements désolés, on sait parfaitement poser une ambiance, et par les mises en scène grandioses à travers tout le film qui font vraiment jaillir les événements et l'action. Ça se ressent davantage dans la première moitié, avec surtout une intro magistrale pour présenter notre univers et la cavalcade des gnous qui est à couper le souffle et appuie avec brio le danger du moment. Les chansons qui, comme dans la plupart des films Disney, sont présentes majoritairement dans la première moitié, sont composées par Elton John pour le film et pas juste recopiées bêtement de son répertoire, et elles sont toutes réussies, même si de qualité un peu variable. L'histoire de la vie et Soyez prête sont respectivement parmi les plus grandes chansons d'intro et de méchants jamais faites dans un Disney. Les autres s'écoutent bien, mais n'ont pas la même portée chez moi. Je peux penser à pas mal de chansons d'amour plus efficaces que celles du film, et idem pour les chansons légères. Concernant l'histoire de cette première moitié à proprement parler, elle est excellemment écrite. En s'inspirant de la pièce Hamlet et en la transposant dans cet univers de savane, on a véritablement su créer un drame de départ très fort. Même si, quand on y réfléchit dans le détail, la logique de la situation n'est pas super crédible. Tous les animaux sont regroupés dans cette espèce de communauté où les lions gèrent tout et où la majorité d'entre eux sont conscients que leurs voisins sont des prédateurs pour eux. Pourquoi vous célébrez ça alors? Il y a une différence entre avoir conscience qu'on fait partie d'un cycle tueur et créer toute une communauté qui célèbre ce cycle. Vous imaginez les conversations bizarres qu'ils doivent avoir entre eux? Alors, Paul, il paraît que toi et le petit, vous allez chasser notre troupeau demain? Eh oui, Roger,
il faut bien que la jeunesse se forme. Je comprends. Mes amitiés à ta femme et à demain. À demain. J'espère que ce sera pas toi qu'on dépècera. Mais bon, on n'y réfléchit pas trop sur le coup. On est surtout pris par les conflits et liens familiaux au sein de cette dynastie de pouvoir. Avec notamment Scar, un méchant sublimement atroce. Dans la première moitié, il a tout ce qu'on adore chez un méchant connard Disney. La fourberie, la répartie. Oh, il est temps que j'apprenne à faire la révérence. Les répliques chocs, la vilainie sans restriction, et malgré tout un motif assez travaillé pour qu'on le comprenne un petit peu. Il fait bien passer l'affliction de son statut de seconde main dans l'héritage du trône, de sorte qu'on soit bien pris dans ses motivations. Quand je serai roi, toi tu deviendras quoi? Le bouffon du roi. Si un autre méchant Disney n'avait pas déjà un peu fait la même chose un an avant, j'aurais sans doute encore davantage été agrippé, mais il reste vraiment efficace. Même ses sautes d'accent arrivent à bien passer. Enfin va venir le grand jour. Oui, le grand jour est sur le point de venir. Ouh. Et sa façon de manipuler Simba en sachant jouer sur son comportement est sournoise à souhait. En parlant de Simba, il joue bien son rôle. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un jeune héros sensationnel. On a un personnage de gamin simple qui apprend à connaître son univers en ayant des réactions d'enfant typiques, mais ça correspond très bien à ce que le film veut faire passer. Néanmoins, ce qui marche le plus, évidemment, c'est sa relation avec son père. Mufasa est une figure parentale géniale, doublée très judicieusement par Jean Reno qui se cherche un tout petit peu dans la scène de début. Tu cherches la guerre. Calme-toi. Il avait besoin de s'échauffer un peu. Il représente à la fois le dirigeant noble et le père attentionné à un niveau d'écriture quasi parfait. Je ne suis brave que lorsqu'il le faut. Il représente à la fois le dirigeant noble et le père attentionné à un niveau d'écriture quasi parfait. Les moments d'interaction entre lui et Simba sont les plus touchants du film de loin et sauront amener avec brio l'instant fort de cette histoire où il fera tout son possible pour sauver son fils, juste avant le moment fatidique où Scar aura réussi son coup en utilisant la chose à laquelle il tient le plus contre lui. C'est un passage lourd de déchirement et de froideur qui pose une tristesse amplement bien mise en place. Faudrait vraiment être un connard pour pas mettre ça dans sa liste des meilleures scènes Disney, hein. Et même si Scar se comporte un chouïa stupidement là, c'est très poignant de voir notre jeune héros partir, la culpabilité au cœur et l'incertitude totale sur ce qu'il va faire, tandis que le méchant a gagné. Il a ce qu'il voulait et parvient à faire entrer les hyènes sur ses terres. Simba finira par se faire trouver par deux larrons solitaires que je n'ai plus trop besoin de présenter. Un lion! T'avais vraiment besoin de bouger sa patte pour t'en rendre compte, Timon? Et qui finiront par s'acoquiner avec lui via leur chanson iconique en lui inculquant leurs valeurs, notamment nutritives. Une larve bien grasse. Oh, quelle horreur! C'est délicieux, on dirait du veau. Comment tu peux savoir? T'en as déjà goûté? J'apprécie énormément cette transition. On montre notre héros tout laisser derrière et abandonner son passé, mais sous un ton léger, pas vraiment prévisible au premier abord. On affiche une évolution négative du personnage avec beaucoup de détails positifs. C'est une introduction de comique de service comme on en voit peu, et ça donne une signification additionnelle à la chanson Hakuna Matata. Mais je m'y pencherai davantage le moment venu. C'est une façon très payante de souligner un bond dans le temps, et malheureusement, ça veut dire qu'on passe à la seconde moitié du film. On retourne au royaume des lions après tout ce temps qui... Ok, est-ce que les hyènes ont une aura maudite qui empêche le soleil de se lever là où elles se trouvent? Parce que je veux bien que ce soit désolé dans l'absolu, mais pourquoi il semble faire toujours un temps de merde? Faut-il une approbation divine pour que le climat nous soit favorable ici? Personne au monde ne connaît ma peine. Je ne sers plus à rien. Ouais, autant Zazu était plutôt réussi dans la première moitié, il était assez marrant tout en ayant sa propre sagesse. Bec de banane est terrifié. Monsieur Bec de banane, peluche. Autant maintenant il est juste là pour le décor. On apprend qu'il n'y a plus de nourriture dans le coin. C'est l'heure de la bouffe et on n'a rien à se mettre sous la dent. Ce sont les lionnes qui ont pour mission d'aller à la chasse. Ok, donc non seulement les hyènes s'incrustent, mais en plus elles ne chassent même pas pour elles. Tu voulais accueillir tout ça chez vous en les laissant rien foutre? C'est plus une erreur de calcul, c'est de la gestion débile, ça. Cela étant, ça affiche un peu l'oisiveté que peuvent avoir nos méchants s'ils prennent le pouvoir trop longtemps. C'est intéressant sur le principe.
Dommage que ça ne dure qu'1 minute 30. Ouais, ça sert surtout à illustrer la situation du coin rapidement et on n'en profite pas plus que ça. Donc, au lieu de donner un vrai impact à une idée prometteuse, on l'affiche de façon succincte et ça ne permet que de rabaisser l'aspect réfléchi de notre grand méchant sans aller plus loin. Je suis pas très fan là. Retour à Simba qui se fait une petite réminiscence de son trouble passé et... sa poussière de regret voyage jusqu'à Rafiki, le singe sage-femme de la tribu, et lui indique son existence. Il est vivant! Magie de la nature, cherchez pas. Merci esprit du vent, maintenant va aider Pocahontas. Puis le lendemain, Timon et Pumba font la reprise d'une chanson qu'ils ne devraient pas connaître. Dans la jungle, paisible jungle, ce soir le lion s'endort. Ils l'ont peut-être apprise au club de musique secret de la petite sirène 3. Danse, 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 Señora, on va s'amuser. Mais c'est là qu'ils se font pourchasser par une lionne déterminée surgie de nulle part et sauvée de justesse par leur poteau. Admirablement synchrone, votre majesté. Ne t'inquiète pas mon vieux, je suis là, tout se passe très bien. Oui, surtout n'essayez plus de bouger de là, au cas où ça se passe mal. Nala? Les choses se tassent quand il apprend qu'il s'agit de sa vieille amie d'enfance Nala. Ça aurait été une autre lionne de la tribu, j'imagine que la solution pacifique n'aurait pas été envisagée. Mais bon, la fille qui était... Ma copine. Ouais. passe très vite au niveau supérieur le temps d'une chanson. Ça c'est un regard qui en dit long, hein. Je comprends pourquoi on coupe sur Timon et Pumba peu après ça. Il fallait maintenir ce film tout public. Bref, après qu'ils ont fini de vivre leur moment royal, Nala se dit que ce serait peut-être bien de mettre Simba au parfum sur la situation à la maison maintenant. Tout est détruit. Il n'y a plus d'eau ni de nourriture. Simba, si tu n'agis pas, tout le monde mourra de faim. Je ne peux pas. Pourquoi? Il faut que tu comprennes. Tu es notre seule chance. Si la situation est si grave, pourquoi vous détrônez pas Scar et les hyènes vous-même? Un lion flâneur et un duo de sidekicks, ça représente pas un ajout très conséquent dans votre force de frappe. Parce qu'il faut que tu sois là. Pourquoi? Y'a que toi et Scar comme mec dans la tribu. Je veux dire, je sais pas pourquoi on bouffe tous les bébés lions mâles non royaux à la naissance, mais j'ai eu un tas de cycles de chaleur et pas question que je les soulage avec ton oncle. En plus, je crois qu'il est gay. Et tout ceci me lance sur le sujet qui fâche. On a accusé le roi lion de sous-entendus racistes avec les hyènes et de sous-entendus sexistes avec les lionnes. Et si ce sont des accusations un peu recevables pour moi, ce qui m'a vraiment dérangé en termes de morale d'arrière-plan, c'est cette putain d'apologie de l'oligarchie. On a un système pourri où seulement une dynastie précise a le droit de pouvoir et on voit où ça les a amenés. Et pourtant, pour tous les personnages, il n'y a pas d'autre moyen d'arranger les choses qu'en conservant le système en place et en respectant ses règles. C'est pas le Seigneur des Anneaux, le retour du roi n'est pas la seule solution possible, vous pouvez corriger ça autrement. Et le fait que oui, il faut qu'on montre toute une meute de femelles qui attendent un mâle pour les diriger en plus de ça, n'arrange pas les choses. Mais avant que certains fans à fleur de peau ne réagissent, j'aimerais qu'on soit bien d'accord sur 2 points. De 1, je ne crois pas une seconde que ces sous-entendus sexistes, racistes, pro-oligarchie soient intentionnels. Je pense que les auteurs ont écrit l'histoire sans penser en détail aux implications légèrement rétrogrades qu'on pourrait y trouver. Par exemple, pas une seconde les hyènes n'ont été écrites pour symboliser qu'accueillir une communauté étrangère dans une ville ou un pays est forcément une chose néfaste. Dans l'absolu, à en voir la chanson du méchant, ça a plutôt été vaguement pensé comme une représentation du nazisme. Mais là, ça va pas plus loin que la chanson, hein. À moins que Scar soit censé représenter à la fois Pétain et Hitler. De 2, je ne crois pas une seule seconde que les enfants spectateurs discerneront ça dans leur visionnage du film et que ça leur fera développer une mauvaise mentalité. Ils verront l'histoire pour ce qu'elle raconte au premier plan et ne chercheront pas plus loin. Seulement voilà, le Roi Lion est considéré comme un chef-d'œuvre par un tas de gens. Et si vous voulez que j'envisage ce film comme un chef-d'œuvre, eh ben il faut que je prenne en compte les messages qu'il renvoie, volontairement ou pas.
Et, très sûrement par maladresse, il renvoie beaucoup de morales assez réductrices qui, justement, font que pour moi, il ne mérite pas d'être qualifié de chef-d'œuvre. En tous les cas, après que Simba a rejeté la charmante proposition, ils vont pas avoir leur deuxième round ce soir. Il se fait aborder par Rafiki qui adopte une approche un peu différente. Ah, la bonne vieille tactique du confondre pour manipuler. On devrait l'employer plus souvent. Après, je sais pas si le regard aguicheur aurait pu marcher chez lui. S'ensuit mon moment préféré de cette deuxième moitié, où, guidé par le babouin, Simba voit enfin l'esprit de son père, qui a un peu pris son temps pour intervenir. C'est peut-être comme les Jedi, il faut un certain temps de maîtrise variable pour ça. Tu m'as oublié. Jamais. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Plus près de toi, papa, plus près de toi. Il le convainc enfin de se ressaisir et de cesser de rejeter le passé. C'est un moment majestueux en termes de visuel comme de dialogue, ponctué par une morale très bonne. Le passé, c'est douloureux. Mais, à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Ah! Un excellent message de premier plan à faire passer, parfaitement illustré par la situation. Simba repart donc là où est sa place à vive allure, rejoint 20 secondes plus tard par ses 3 compagnons qui sont partis avec bien plus de retard que ça. Il a peut-être traîné la patte hors champ, il devait pas être super pressé non plus, et il lance son plan d'attaque qui consiste à sacrifier ses amis. Ne vous en pas du lard du cochon. Si vous avez pas compté tout comme mon compagnon, à la philadelphie. Ouais, c'est ça! T'as beau dire que c'est juste une diversion, tu les mets dans une position où ils sont plus ou moins voués à se faire bouffer. Et il aura fallu attendre le 3e film pour expliquer comment ils sont parvenus à sortir de là. Et sinon, où est-ce que Timon a trouvé cette tenue? Nala, trouve ma mère et rassemble les lionnes. Je m'occupe de Scar. Laisse-moi m'en charger, c'est un truc de mec. Simba. Simba fait donc face à son oncle et son armée, et sa confiance du moment s'estompe assez vite quand Scar évoque le bon vieux temps. Assassin. Non, c'était un accident. Sans toi, Mufasa serait encore vivant. S'il te plaît, tonton, on avait dit pas les vieux dossiers. Ouais, le grand moment fort où notre héros a relevé la tête était pas l'épreuve de tout, apparemment. Mais ça reste compréhensible. Ce qui me gêne, c'est que personne n'essaye de l'épauler à ce moment-là. Toutes les lionnes le laissent seul à croupir sous les accusations, sur le point de se faire buter, en se disant « Tiens, s'il a vraiment causé la mort de Mufasa par accident, il mérite pas particulièrement qu'on l'aide contre le sale tyran qu'on ne veut plus voir. » Je veux dire, Scar a peut-être complètement foutu nos terres en l'air, mais Simba a involontairement fait tuer Mufasa quand il était petit. Je sais plus trop qui il est préférable de suivre là. C'est comme si le film confirmait qu'il devrait encore se blâmer s'il était vraiment responsable malgré lui. Pour moi, ça amoindrit considérablement le très bon message que vous vouliez faire passer juste avant. Il y a même Dieu qui rajoute des flammes pour l'intensité dramatique. Mais Scar décide de faire son intéressant pour rien au lieu de le tuer tout de suite. Pour la 2e fois. C'est moi qui ai tué Mufasa. Pourquoi son fantôme me l'a pas dit? Et il lui bondit dessus par la magie de la colère. Sérieusement, c'est impossible de faire un bond comme ça dans cette position. Maintenant qu'il a prouvé que c'est pas moi qui l'ai fait, nananer, tout le monde se range enfin de son côté et c'est la baston générale. Bonjour, c'est moi Zazu, j'existe. Ça se termine par un duel familial, courant peut-être un peu trop épique pour ceux qui y participent. Je rappelle que Scar est assez vieux et se définit plus comme un intellectuel, et que Simba a passé ses dernières années à glander. La plupart des lionnes pourraient leur déboîter la gueule sans trop de problème. Nala s'est prouvé plus aguerri que Simba, et pourtant à la fin c'est juste le soutien de décor. Bref, Scar finit par choir et les hyènes se retournent contre lui à cause d'une réplique qu'il a dite rapidement 2 minutes plus tôt. Ce sont les hyènes, les véritables ennemis. C'est leur faute, c'est elles qui ont tout organisé. Mes amis. Amis. Je croyais qu'il nous avait traités d'ennemis. Ouhou, quel développement poussé! Il a une mort très marquante et foutrement bien mise en scène visuellement, par contre, j'avoue, et apparemment les hyènes se sont barrées du coin d'elles-mêmes hors champ après ça. J'espère qu'elles enverront des cartes postales. Puis Simba clame la royauté sur son futur harem et...
Tout s'arrange en quelques mois. La végétation revient et tout l'endroit est repeuplé. À croire que le climat fonctionne réellement par approbation divine. Le roi lion est somptueusement réalisé, mais son histoire est inégale. L'accroche est excellente et met en place le développement de la situation de façon très forte et réussie, mais à partir de la seconde moitié, ça se perd dans des messages maladroits discutables, des mises en scène parfois mal gérées et de la dégradation de personnages qui arrivaient à mieux briller avant. Ce n'est pas pour dire que cette seconde partie est mauvaise, elle a toujours beaucoup de bons points, mais elle est très en deçà de la première. Et c'est pour ça que ce film, bien que très bon sur plein de tableaux, n'atteint pas l'excellence qu'on lui vante à mes yeux. Néanmoins, avec le succès que ça a eu, il était évident que Disney n'allait pas s'arrêter là en termes de Shakespeare au Royaume des Lions. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.